Bonsoir madame. Bonsoir madame. Je suis ravie de vous recevoir, madame Anne de Journay. Vous êtes gémologue, Oui. un métier passionnant et qui fait rêver. Vous allez sortir un livre sur les pierres précieuses et vous allez nous donner un avant-goût par une conférence ce soir, sur, une petite conférence sur les pierres précieuses. Donc vous allez nous faire rêver. Merci madame. Merci de m'accueillir. Je vous laisse. Je n'étais pas préparée à faire une conférence, donc j'ai été un peu prise par surprise. J'ai rédigé un livre où il n'y a pas de photos. Ce sont uniquement des textes et j'ai essayé de raconter l'histoire de l'homme et de la pierre, que ce soit les pierres précieuses ou les pierres normales, toutes les pierres. C'est-à-dire que ça va du diamant à l'obélisque de la Concorde en passant par les météorites et des choses comme ça. Naturellement, je parle un petit peu aussi des pierres qui ont été utilisées dans l'Antiquité pour soigner, les pierres médicinales. Je parle aussi des pierres, des talismans, de toutes les croyances qui entourent les pierres. Je parle aussi naturellement des romans qui ont été faits autour des pierres, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Un diamant gros comme le Ritz, par exemple, c'est une pure imagination. Mais c'est très amusant. Et puis là, je vous ai fait une petite sélection sur les diamants. Et naturellement, les diamants, il faut se dire qu'il y a tellement de diamants qu'on peut tous les confondre. Mais en fait, il y a des diamants depuis toujours qui viennent d'Inde et qui venaient même avant de Bornéo. Mais maintenant, les grands diamants anciens en provenance de l'Inde. Et on a découvert en 1866 des diamants en Afrique. Maintenant, on croule je peux dire qu'on croule sous les diamants, parce qu'on en a trouvé aussi en Russie, sous la glace. On en trouve absolument partout. Donc le diamant n'est plus un problème, sauf que maintenant il est reproduit à l'identique par des diamants synthétiques, ce qui me désespère, parce que je trouve que c'est tellement dommage de refaire des pierres synthétiques. Voilà, donc je vous ai fait une petite sélection. À gauche, vous avez le Régent qui est au Louvre, qui fait 140 carats et qui est la plus belle pierre que la chrétienté ait eue jusqu'à une certaine époque. Il est au Louvre, il est malheureusement très mal exposé au Louvre, je l'ai vu récemment. Il est posé sur une étagère assez négligemment, mais enfin, c'est comme ça, il est là. Et puis à côté, je vous ai mis le deuxième diamant trouvé en Afrique en 1869. Qui est South Africa, a été porté sur la couronne de Louis XV et puis qui a été porté sur le glaive consulaire de Napoléon et puis qui est au Louvre actuellement sans monture. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du Régent, vous le voyez ici sur la garde de l'épée de Napoléon. Et il a été mis en gage et puis retiré par Napoléon qui après ça l'a mis sur son glaive consulaire. Donc ça c'est une très belle pierre. Le Grand Sancy, ça c'est une histoire, c'est une taille assez étonnante. J'ai commencé par parler des diamants d'Inde parce que c'est les plus anciens et c'est ceux qui ont une eau extraordinaire qui sont vraiment magnifiques. Le Grand Sancy, il y a eu deux Sancy, c'était le sieur de Sancy il a été acheté par Richelieu parce qu'on doit à Richelieu 18 diamants de la couronne de France. Il a énormément d'argent, Richelieu, il a été un grand homme d'État, il a gagné beaucoup d'argent, mais il en a aussi fait profiter la France en faisant des choses magnifiques comme la bibliothèque Mazarine, etc. Donc là, ce Grand Sancy, il figurait en haut ici, là, en haut de la couronne de Louis XV. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette couronne de Louis XV et le Régent était ici. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur cette couronne de Louis XV, c'est qu'actuellement, celle qui est au Louvre, c'est la couronne de Louis XV qui a été dépouillée de toutes ces pierres naturelles. Ce sont que des facsimilés qui sont sur cette couronne. Ça a permis, après à la Révolution, quand tout a été démonté, dépecé, etc., cette couronne a été donnée au trésor de Saint-Denis
Et ça a permis, avec des faux, toutes les pierres sont fausses, ça a permis de retrouver les vraies pierres. C'est-à-dire quand on avait la forme, on avait la taille, etc. Ça a permis, entre autres, de retrouver les vraies pierres. Donc le Sancy qui est au sommet du trèfle et puis le Régent qui est là. Donc vous pouvez la voir au Louvre, mais dans la vitrine, il y a cette couronne qui est éblouissante parce qu'elle est très bien éclairée. Et derrière, vous verrez misérablement, il y a le Régent qui est posé sur son étagère et le Sancy qui est posé sur son étagère. Et il y a aussi une pierre rouge qui était soi-disant le rubis d'Anne de Bretagne. Voilà, il faut voir cette vitrine. Alors, ce qui a été le plus grand fournisseur de pierres de la couronne de France, c'est Jean-Baptiste Tavernier, qui était un petit gars parisien qui est parti aux Indes, qui s'est infiltré partout. Et Jean-Baptiste Tavernier, dont vous voyez la photo là, enfin la photo, le portrait, a rapporté à Louis XIV les plus belles pierres de la couronne de France, dont le fameux diamant bleu de la couronne de France, dont vous avez le dessin à côté de Tavernier. Ce diamant bleu de la couronne de France, malheureusement, on ne l'a plus, parce qu'il a été volé. Et puis, 20 ans après, en Angleterre, on a trouvé un diamant qui faisait 44 carats, donc pas le même poids que le diamant bleu de la couronne de France, qui a été acheté par un banquier qui s'appelle Hope. Donc le diamant a pris le nom de ce banquier. Et on a dit que ce diamant était maléfique, c'est-à-dire que tous les gens qui le possédaient avaient des drames épouvantables dans leur vie. Et voilà. En fait, ça a été une succession de drames jusqu'au jour où Harry Whiston a acheté ce diamant et l'a envoyé par paquet poste au Smithsonian Institute. Plus personne n'en voulait. C'était le diamant qui portait malheur. Mais l'histoire n'est pas terminée parce qu'il y a quelques années, au Muséum d'Histoire Naturelle, au cours de rangement, on a trouvé dans un tiroir un plomb qui était le facsimilé du diamant bleu de Louis XIV, avec une étiquette qui marquait « appartient au banquier Hope ». Donc on s'est dit, là il y a quand même quelque chose. Donc on a pu faire maintenant la preuve, grâce à ce plomb et à l'électronique, etc., que c'était vraiment le même diamant, mais qui avait été retaillé pour reparaître sous une autre appellation. Donc voilà. Voilà le diamant actuellement tel qu'il est exposé au Smithsonian Institute, ici. Voilà le plomb. Et voilà, et on lui a coupé simplement quelques coins. Mais je pense qu'on ne le récupérera jamais. Enfin, ça se pourrait. Les diamants sont de toutes les couleurs. Vous pouvez en avoir de toutes les couleurs. Donc ça, c'est au Louvre aussi. Vous avez le diamant Hortensia, qui est une taille extraordinaire, qui est vraiment magnifique. Ça, il ne faut pas le manquer non plus, il faut aller le voir. Il est magnifique. On passe en Afrique. Là, on était toujours dans l'Inde, et là, on arrive en Afrique. 1866, des enfants jouent par terre avec des cailloux, ils jouent à la marelle, et tout d'un coup, il y a un voisin qui passe et qui dit « Oh, mais cette pierre est très jolie !» Bon, et puis il la regarde, et puis c'est un caillou brun. Donc personne n'y faisait attention. Là-dessus, la mère des petits-enfants lui donne. Il va trouver un voisin qui le montre à un gémologue et il dit c'est le premier diamant qu'on ait trouvé en Afrique du Sud. On l'a appelé Eureka. Ça veut dire j'ai trouvé tout simplement. C'était le premier diamant. 1866. 3 ans après, il trouve le même homme trouve un deuxième diamant. Très blanc cette fois-ci. J'ajoute que on ne les trouve pas tout taillés. Hein. Ça perd 70% à la taille. Voilà. Il a perdu la moitié de son poids au moins. Voilà, la moitié de son poids à la taille. Mais c'est le deuxième diamant qu'on a trouvé 3 ans après. Et après ça, on trouve le culinant. Je vous l'ai apporté en facsimilé. On trouve le culinant qui, je décris dans mon livre, puisque c'est un livre sans photo, disant qu'il remplit la paume d'un homme, vous allez voir. Et ce culinant, voilà à quoi ça ressemble quand on le trouve. Le culinant, 3106 carats, ça a été quand même énorme.
et on le trouve en 1905. Et à partir de ce moment-là, dans cette mine qu'on appelle la mine premier, ils ont trouvé plus de 100 diamants de plus de 100 carats. Donc c'est une mine fabuleuse. On se baisse, on les ramasse. Bon, j'exagère à peine. C'est énorme. Hein. Alors, dans ce culinant que je vais vous montrer, on a taillé 9 pierres principales et 99 petites qu'on a éparpillées un peu partout, dont le culinant numéro 1 qui est le plus gros diamant blanc taillé, 530 carats. Je vous l'ai apporté aussi en facsimilé. Et il est sur le sceptre de la reine d'Angleterre. On les a tous vus à la télévision récemment, sur le sceptre, brillant de tout leur feu, etc. Donc ça c'est le culinant numéro 1, aussi appelé Grande Étoile d'Afrique. Alors le culinant numéro 2, il est ici, sur le bandeau de la couronne d'État, parce qu'il n'y a pas qu'une couronne en Angleterre, donc la couronne d'État, et il se trouve, c'est le deuxième plus gros diamant, 317 carats 40. Et il se trouve aussi en dessous d'une pierre rouge, qui longtemps a été appelée le rubis du prince noir. Et en fait, jusqu'au fin 18e, tout ce qui était rouge, on appelait rubis. Tout ce qui était bleu, saphir, c'était simple. Tout ce qui était vert, émeraude. Mais tandis que maintenant, avec les progrès de la science, on a donc tout analysé. Et en analysant tout, on a fait descendre de leur piédestal les grandes pierres. Donc dans les pierres rouges, parce que c'est la couleur la plus rare du monde minéral, dans la couleur rouge, vous avez le rubis, le noble. Ensuite, vous avez le spinel qui vient ensuite, qui est une pierre fine, parce que les différences entre pierre fine et pierre noble. Et puis, après ça, vous avez les grenats, les tourmalines, et le reste. Donc ici, cette pierre-là, le fameux rubis du prince noir, lui, il a été l'objet de guerres fratricides en Espagne. Le prince noir, qui était anglais, qui était prince d'Aquitaine, est venu aider Pierre le Cruel à récupérer son royaume. Et donc, il est arrivé dans la couronne anglaise, comme toutes les pierres, le reste arrive dans les couronnes anglaises. Voilà, donc vous avez sur la couronne de la reine. Ben voilà, ça c'est une capture d'écran que j'ai prise, où on voit le sceptre, et on voit le culinant, et on voit la couronne. Alors, sur cette couronne, elle est ronde. Donc il y a un devant, il y a un derrière. Et derrière, il y a une petite pierre qui est le saphir des Stuarts, qui est très beau, magnifique. Au début, il était présenté devant, mais quand on a trouvé le culinant, on l'a mis derrière. Et puis il y a aussi le saphir de Saint-Édouard qui est en haut de la couronne, qui est un saphir qui appartenait au roi Édouard, qui était très pieux et qui un jour l'a donné à un mendiant parce qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Le mendiant, quelques années après, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en Terre Sainte, il y a 2 pèlerins qui ont été sauvés par un homme qui leur a dit qu'il était saint, je ne sais plus quoi, et qu'il rapporte ce saphir au roi d'Angleterre. Donc c'est le saphir de Saint-Édouard. Alors ici, on est dans les saphirs, on est passé dans les saphirs, et c'est le talisman de Charlemagne. Charlemagne qui était très pieux et qui a reçu ce talisman de Haroun al-Rachid, le calife de Bagdad, pour sceller le protectorat français en Terre Sainte. Donc ce talisman a été... Charlemagne le portait tout le temps. Il a été enterré avec ce talisman. Et quand on a ouvert le tombeau de Charlemagne, on a retrouvé le corps de Charlemagne intact. Donc on s'est dit que c'était un talisman qui faisait des miracles. Il se trouve à la cathédrale de Reims actuellement. Et c'est l'impératrice Eugénie, après les bombardements de Reims et de la cathédrale et de l'incendie de la cathédrale, qui l'a offert pour restaurer la cathédrale. Mais en fait, ils l'ont gardé comme talisman. Alors les saphirs,
savez-vous, quand ces saphirs, jusqu'au Moyen-Âge, on les trouvait qu'en France, au Puy, dans la région du Puy. Donc tous les trésors archéologiques qui comportent des saphirs, ce sont probablement des saphirs français, parce qu'on n'était pas encore allé voyager en Asie et en Birmanie. Donc tous ces trésors archéologiques sont très souvent ornés de saphirs, du Puy. Et les saphirs, ça peut être de toutes les couleurs, c'est comme les diamants. Ça peut être de toutes les couleurs. C'est du reste très courant maintenant de trouver des saphirs roses. C'est une grande vogue des saphirs roses qui viennent en particulier de Madagascar où il y a des saphirs roses magnifiques et puis qui viennent d'Australie, qui sont venus d'Australie en premier. Voilà. Celui-là, il a une drôle de forme. Grâce à ça, il n'a pas été volé au moment du vol du garde-meuble. En 1792, il n'a pas été volé parce que je pense que les voleurs se sont dit que ce n'était pas une pierre précieuse, vu sa forme, et ils l'ont laissé sur l'étagère. Ce qui fait qu'on l'a toujours et qu'il est exposé au Muséum d'histoire naturelle. Ça, c'est un saphir magnifique. Alors, bon, les couleurs des saphirs, on dit les birmans sont les plus beaux, mais ça, c'est un saphir de Ceylan qui est absolument magnifique. Qui est le saphir de la Roumanie, que vous avez peut-être vu exposé au moment où il y a une exposition au Grand Palais sur les trésors. Alors c'est très rare dans le monde indien. Il y a très peu de saphirs dans le monde indien. Et ça, ce Maharaja, lui, portait à même la peau ce saphir. Parce qu'on a toujours pensé que les saphirs, il y avait un lien entre le saphir et le ciel. Ça servait de lien entre l'individu et le ciel. C'est pour ça que les évêques avaient des pierres ornées d'un saphir à la main droite pour donner leur bénédiction. C'est pour transporter la bénédiction du ciel. C'est une pierre très... Voilà. Celui-là, je l'adore parce qu'il est merveilleux. Et c'est un saphir de Ceylan qui n'est pas petit, voilà, de la reine duchesse de Windsor. Alors, l'émeraude de Saint-Louis, vous pouvez la voir au Muséum d'histoire naturelle aussi. Vous voyez, ce n'est pas une émeraude de grande qualité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on cherche en général dans une pierre précieuse. Alors, j'ai oublié de vous dire que les pierres précieuses, c'est les 4 rubis, diamants, saphir, émeraude. Les autres, on les appelle pierres fines. Et les pierres qui ne sont pas transparentes, on les appelle décoratives. Mais vous voyez, ça, on pourrait dire que c'est une pierre décorative. On voit la couleur, on sait que c'est une émeraude. Mais elle n'est pas belle, elle n'est pas vivante, elle n'est pas éclatante, elle n'a pas d'éclat et elle est pleine de défauts. Mais c'était l'émeraude de Saint-Louis et il l'a fait monter sur sa couronne. Une autre émeraude que vous pouvez voir au Louvre aussi, qui a été donnée par Roberto Polo. Alors c'est intéressant de savoir que Roberto Polo, c'était quand même un homme qui a beaucoup fait parler de lui à cette époque comme escroc. Mais on lui doit au Louvre plusieurs bijoux et aussi un tableau de Fragonard, si je me souviens bien. Donc, bon, il s'est un peu racheté. Voilà. Ça, c'est le poignard de Nadir Shah. Nadir Shah, qui avait fait faire ce poignard avec 3 grosses émeraudes. Et en plus, il y a une émeraude ici, qui est dans sa forme hexagonale, c'est-à-dire la forme naturelle d'une émeraude. Et ce poignard avait été envoyé en cadeau. Et puis, je crois que c'est Nadir Shah qui a été assassiné avant que le poignard ne lui arrive. Et donc, il est revenu, il est à Topkapi, à Istanbul. Et du reste, il a fait l'objet d'un film. Le film de Topkapi, où le centre du film, c'est la quête de ce poignard. Voilà. Alors, dans les émeraudes, c'est les conquistadors qui les ont découverts au XVIe siècle en allant en Amérique du Sud. Et donc, ils ont chargé leurs bateaux d'émeraudes et d'or. Et il y a eu de nombreux naufrages. Parce qu'il y avait eu des tempêtes, qu'il y a eu des pirates, donc il y a énormément de bateaux qui se sont trouvés au fond des océans. Et l'Atocha est un de ces navires qui a été retrouvé par un Américain, Mel Ferrer, qui a passé toute sa vie à chercher des épaves de bateaux comme ça. Et donc ils ont remonté, il y a eu des ventes avec tous les trésors qu'on a trouvés dans l'Atocha. Et cette émeraude avait été
taillé pour la femme de Fischer, Ferrer ou Fischer, je ne sais plus. Et voilà. Et puis là-dessus, ils sont morts, ça arrive à tout le monde. Et donc, il y a eu la vente des bijoux de la Tocha. Et cette émeraude-là a été vendue à un homme qui voulait faire une recherche sur le cancer, etc. Enfin, une chose caritative. Qui a fait fabriquer un faucon en or massif pour montrer cette émeraude. Le faucon est entièrement constellé de diamants, etc. Et puis qui a voulu le vendre pour cette fondation. Et en fait, en allant rechercher son aigle après l'exposition, il l'avait dans son sac à dos avec son garde du corps. Ils ont été attaqués par des bandits et tout a disparu. Donc on ne sait pas ce que c'est devenu. Alors dans les trésors, ça c'est grâce aux travaux. Quelquefois très souvent on trouve des pierres par hasard en faisant des travaux, des excavations, des choses comme ça. Et là, c'est en faisant des travaux à Londres où on a trouvé, ça vient probablement de l'incendie de Londres, on a trouvé toute une série de 500 bijoux, particulièrement ça magnifique, qui est... il faut remarquer la forme hexagonale, c'est la forme du prisme d'émeraude naturel. Donc c'est assez particulier. Bon, ça c'est une photo horrible, j'en ai pas trouvé d'autres, mais c'est la parure d'émeraude de Marie-Louise. Bon, il aurait mieux fait la mettre en noir. Donc ce qui reste actuellement au Louvre, on a pu racheter le collier et les deux pendants d'oreilles. La tiare et tout ça, ça a été démonté. Mais ça, vous pouvez voir les émeraudes de Marie-Louise là au Louvre aussi. Ça, c'est un collier que j'aime beaucoup parce que c'est un collier monté par Cartier pour Merlot-Béron, qui avait un type un peu indien. Et donc, c'est vraiment l'utilisation, le génie de Cartier, qui est d'utiliser les pierres naturelles dans leur jus, si je peux dire. Parce que les Indiens perçaient toujours les émeraudes, les montaient, elles sont percées de part en part. Et là, il a fait un collier, il a peut-être vu là, le Cartier, l'influence au musée des arts décoratifs l'année dernière, je crois que c'était ça, l'art de Cartier. Et c'est magnifique parce que c'est vraiment atypique. Voilà. Alors le rubis, c'est la pierre la plus rare du monde minéral. C'est une rencontre tout à fait étonnante, très rare. Les beaux rubis sont nés dans les convulsions volcaniques de l'Himalaya, vous voyez. Et dans la vallée des rubis, vous avez peut-être lu la vallée des rubis de Joseph Kessel, il en parle très bien. Et c'est magnifique. Alors ces rubis-là, ils avaient un soupçon de bleu qu'on voit pas mal dans cette photo. C'est un rouge avec un soupçon de bleu. Et ce qu'on appelait les rubis sang de pigeon. Alors comme tout change, même le terme, l'épithète sang de pigeon change actuellement, ça n'a plus du tout la même couleur. Mais bon, alors voilà, les rouges différents, vous voyez, rubis de Mogok à gauche et rubis de Thaïlande. Vous voyez que les rubis de Thaïlande sont une connotation plus noire, beaucoup plus noire. Donc en général, comme ils sont plus noirs, on les chauffe pour faire disparaître la noirceur, ce qui n'est pas un traitement. Il faut faire attention entre chose naturelle, ancestrale de chauffer les pierres, et puis les traitements où on leur met des tas de trucs à l'intérieur. Et ça, c'est le prix, le Sunrise Ruby, il a été vendu 27 millions d'euros, vous voyez, un peu plus de 27 millions d'euros. C'est une bagatelle. Et dans les bagatelles, ça c'est le bracelet de Marlène Dietrich qui dit « Je l'adore, il est tellement gros ». Donc il a aussi 80 rubis et une centaine de diamants. Donc effectivement, pour se promener, c'est lourd. Voilà. Et ça, alors, donc je vous ai dit, tout ce qui est rouge n'est pas du rubis, bien que dans l'histoire leur ait donné le nom de rubis, pour les raisons que je vous ai dites. Et ça, c'est le rubis de la Grande Catherine, qui est en fait un spinel. Alors le spinel, c'est une pierre naturelle, fine, qui n'a pas les mêmes compositions ni les mêmes propriétés que les rubis, mais qui est très courante et qu'on appelait autrefois rubis balai.
parce que Jean-Baptiste Tavernier, Marco Polo, tout ça, ils avaient déjà vu à l'œil, ils avaient perçu une différence entre les rubis de Birman, Mogok, et les rubis qu'ils appelaient rubis d'Orient, et puis les rubis balais, qui venaient du Balouchistan, là, Pakistan et autres, qui étaient plus orangés. Et ça, c'est notre rubis d'Anne de Bretagne, qui est, à mon avis, un massacre, bien qu'on appelle ça une sculpture. C'est le rubis d'Anne de Bretagne, qui est en réalité aussi un spinel, que vous pouvez également voir au musée du Louvre, et qui est transformé en dragon. Il a été transformé en dragon, sculpté en dragon, pour soutenir l'ordre du Saint-Esprit. Et donc voilà, donc là actuellement il est tout seul sur son étagère, dans la même vitrine que la couronne de Louis XV. Et il faut vraiment le chercher pour le voir, parce qu'il est sorti de son contexte et c'est quand même très dommage. Voilà. Et là c'est un rubis, un tout petit rubis, vous voyez, sur le doigt du Maharaja. Il le porte ici, et puis ici il a les deux diamants de Golconde aussi, qui sont des petites choses de plus de 50 carats chacun. Bon, ça c'est pour vous montrer que je suis descendue dans les trous du Brésil. Alors simplement, voilà, c'est des trous, vous voyez, premier palier 97 mètres, deuxième 30 mètres. Ça c'est le téléphone. Voilà, le téléphone, c'est le tuyau qui descend dans le trou. Et ça c'est notre ascenseur. Voilà, on est tenu par ce fil. Mon petit camarade s'appelait 18 de Lima, et c'est l'ascenseur, vous voyez, mais c'est assez amusant. Et ça du coup, c'est en Thaïlande, c'est autre chose, c'est beaucoup plus, c'est pas très profond, c'est sédimentaire, donc c'est pas très profond. Et ça, c'est comment on trie les pierres. Donc il y a un trou, on va chercher les seaux, on remonte les seaux, on les rince dans des bâtés, et après ça on cherche, et puis quelquefois on trouve une petite pierre. Voilà, vous voyez le paysage en Thaïlande. Voilà, c'était quelques photos pour vous montrer que ça ne vient pas toujours des vitrines de bijoutiers. Vous avez des questions? Merci. Le Koh-i-Noor. Je vous montre le culinant. Voilà le culinant. Vous voyez que c'est le brut de culinant. Et dans cette pierre-là, on a taillé les 9 pierres principales de la couronne britannique et 99 petites qui sont parties dans différentes choses. Donc, et alors ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une face qui est plate, donc on pense qu'il y a un autre morceau qui s'est coupé, qui s'est spontanément séparé et qu'on n'a jamais trouvé. Celui-là, vous pouvez le passer. Oui. Tout le monde va se jeter dessus, autrement. Même pas en fait. Oui. C'est pour ça qu'il faut tout remercier. C'est un peu plastique. Plastique, c'est une reconstitution. Ah non, il pèse pas assez lourd. Je vous le confie tout de suite, messieurs. C'est faux, c'est vrai. Oui, c'est tout léger. C'est des facsimilés. Ouais. C'est impressionnant. Un vrai faux. Oui, un vrai fou. C'est quand même ça qu'elle pensait que ça existe. Ah, merci, petit cadeau. Alors voilà sur la couronne, vous voyez. Est-ce que ça vous parle? Ça c'est le culinant numéro 1 qui est sur le sceptre de la reine d'Angleterre. Et ça c'est le culinant numéro 2 qui est sur le bandeau. C'est magnifique. Même s'ils sont faux. Ils sont faux. Ah non, c'est la reproduction à l'identique. Hein. C'est la reproduction identique. Oui, mais c'est en cristal de roche, c'est pas...